Merci à tous de nous avoir rejoints sur cette session. J'aimerais pour parler de ce sujet des data hubs industriels, j'aimerais peut-être pour poser un peu de contexte et que l'on rentre tout de suite dans des discussions concrètes, qu'on rentre sur une définition de qu'est-ce qu'un data hub. Par exemple, face à un data center, je ne sais pas si tout le monde connaît la différence entre un data hub et un data center. Donc, j'aimerais peut-être avec deux exemples, un exemple sur les données agricoles et un exemple sur les données de santé. Peut-être Pierre-Antoine, si vous voulez commencer sur l'exemple du data hub sur les données de santé. Et juste avant ça, alors je comptais introduire chacune des personnes avant chacune des interventions. Donc Pierre-Antoine Gouraud, qui a fondé le Health Data Hub de Nantes. Sébastien Picarda, qui a donc créé le Hack Data Hub, qui est un data hub lié aux données de santé. Guillaume Witz, donc CEO de CNPP Security. Yelena Zelenovic, qui est avec nous, qui est RSSI de la Banque européenne d'investissement. Et Monsieur Botorel, qui est député. Donc Pierre-Antoine, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Jérôme. Donc effectivement, alors moi je suis dans une industrie un peu particulière, hein, un établissement public qui délivre du soin, c'est pas tout à fait une industrie. Pour autant, nous avons des data centers comme toute entreprise en a une, mais une institution qui crée un data hub, c'est une institution qui prend conscience que les données sont un nouveau foyer pour créer de la valeur. Et donc, avant de parler technique, effectivement, ça c'est le data center. Créer un data hub, c'est se doter d'une organisation interne, d'une gouvernance, d'une réflexion sur le statut des données, pour pouvoir donner à ces informations une deuxième vie, qu'elles puissent être recyclées pour répondre à de nouvelles questions. Et dans le domaine de la santé, un domaine qui nous touche évidemment tous, c'est peut-être l'occasion de créer un deuxième niveau de solidarité entre les patients. Le premier, c'est celui qui fait que nous payons les uns pour les autres le soin avec un système mutualiste, public ou privé. Le deuxième, c'est faire en sorte que la donnée qui a été produite dans un cadre de soins, elle puisse servir à faire évoluer le soin de demain et peut-être à prendre de meilleures décisions pour chacun des patients. Et ça, c'est une solidarité, comme on le dit parfois au CHU de Nantes. Et c'est vraiment l'opportunité de donner une deuxième vie à ces données. Et je pense que le concept, l'enjeu, s'étend bien au-delà des établissements de santé. Merci beaucoup pour cette première définition. Et puis on reviendra sur le nombre de personnes, notamment, qui travaillent au CHU de Nantes, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui y sont et toutes les données qui y sont échangées et tout ça. Mais on y reviendra un petit peu plus tard, si vous le voulez bien. Tout d'abord, j'aimerais que M. Picarda nous explique un peu quel est l'exemple du data hub qui est lié à des données sur l'agriculture et pourquoi l'agriculture. Alors, je rejoins la première conclusion de mon collègue précédent dans le monde de la santé. La santé et l'agriculture, aux côtés de la Smart City, sont les trois secteurs qui nous concernent au quotidien. On doit tous se nourrir, se soigner et se loger. C'est aussi pour ça que ces secteurs attirent beaucoup d'intérêt public et privé. Avant tout, un data hub, avant d'être technologique, est une organisation, est une gouvernance. Et Hack Data Hub, qui est un opérateur de plateforme de consentement et d'échange de données dédié au secteur agricole, est d'abord une émanation de la profession agricole et de l'ensemble des acteurs du monde agricole, depuis le syndicalisme, les chambres d'agriculture, les instituts techniques, rejoints par une trentaine d'acteurs de la profession agricole pour constituer cette plateforme d'échange de données afin de pouvoir gérer les échanges de données entre 10 millions d'exploitations agricoles en Europe et près de 450 000 partenaires amont et aval. Et dans ces 450 000 partenaires amont et aval se trouve un certain nombre d'acteurs, notamment dans l'amont agricole, sur les agrofournisseurs, sur les machinistes agricoles qui correspondent à des oligopoles. Et aujourd'hui, le premier enjeu de la profession agricole était de pouvoir avoir un espace d'organisation qui permette de gérer une asymétrie de marché entre des TPE, PME et des oligopoles qui, eux, ont une véritable stratégie data au niveau global. L'objectif n'est pas de construire des murs, comme cela a été dit tout à l'heure, mais bien de favoriser la relation et de sécuriser une relation technique, juridique et commerciale pilotée par la profession agricole
et qui permettent de développer des nouveaux usages pour améliorer l'agriculture de précision ou minimiser l'impact environnemental et sanitaire, ou de l'autre, favoriser la traçabilité des productions jusqu'au consommateur final. Voilà donc le premier enjeu du Data Hub, avant tout une gouvernance, un mode d'organisation et des enjeux stratégiques. Souveraineté numérique et souveraineté alimentaire correspondent à la même philosophie de reprise en main par un secteur économique de sa data. On va parler un peu plus tard de la technique. Merci beaucoup. Et alors, j'aimerais peut-être qu'on complète sur quels sont les enjeux aujourd'hui auxquels vous faites face. On parlait notamment de tous les enjeux de collecte de la donnée dans un premier temps et de structuration. Donc, dans l'exemple de Hack Data Hub, comment ça se passe? Quelles sont les données qui sont collectées? Comment est-ce que vous le faites? Quels sont les enjeux auxquels vous faites face sur ce sujet-là? Sur la gouvernance de la donnée, le premier élément est de savoir quel est le rôle et quelle est la valeur ajoutée de chaque acteur. Nous sommes des opérateurs technologiques et nous n'intervenons pas sur la donnée. Nous ne mélangeons pas d'un côté le contenu et la donnée qui reste propriété des agriculteurs et des acteurs des filières par rapport aux acteurs technologiques que nous sommes, avec des écosystèmes de type Orange en appui infrastructure souveraine ou bien DAWEX sur le volet échange de données. Nous positionnons comme un futur data intermediaries au titre du futur Data Governance Act, où nous ne faisons pas de collecte de données, nous ne faisons pas de stockage de données, nous ne faisons pas de traitement. L'objectif est d'être un lieu tiers de confiance qui permet de gérer les échanges. Premier élément. Deuxième élément, pour pouvoir favoriser la confiance, le premier élément, ce qui est fondamental pour l'agriculteur est de savoir, à partir des données qui sont éclatées auprès de l'ensemble de ses partenaires, à qui il souhaite donner un consentement. Le consentement, parfois, est un peu mal vu au titre de la RGPD par rapport à certains industriels, mais c'est l'élément clé pour la confiance, même pour les données non personnelles. L'objectif pour un agriculteur qui est toujours technophile, l'agriculteur, je le rappelle, a été les premiers à utiliser le Minitel dans les années 80 pour faire de la traçabilité dans les bovins, dans la filière bovine, avant même les crises sanitaires. Eh bien, l'objectif est de savoir où vont les données, pour quel usage seront-elles échangées, pour quelle durée, et à tout moment pouvoir retirer le consentement. Et donc, avant même de parler échange, traitement, IA, blockchain ou développement de nouveaux services, le point clé de départ est la question du consentement pour permettre d'établir une véritable relation juridique éclairée entre l'agriculteur, détenteur de ces données, pas forcément propriétaire, mais détenteur et générateur de données sur son exploitation, avec ses partenaires. Merci beaucoup. Et monsieur le député, peut-être, parce que là on parle de données, et pour continuer à éclairer un peu l'ensemble de notre auditoire sur le sujet, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre démarche, notamment vis-à-vis de l'open data, donc en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est, et comment c'est utilisé, et puis nous parlerons après, pour compléter ce que disait monsieur Picarda, de comment on partage, en fait c'est cette vocation à partager des données avec un but précis recherché. Oui, merci. Alors peut-être revenir effectivement sur le rapport que j'ai remis au Premier ministre le 23 décembre dernier. La lettre de mission était claire. Elle portait sur le sujet de revisiter en fait comment on libère un peu plus de la donnée, donc interroger nos politiques et finalement là où on en était sur la partie open data. Mais il y avait aussi un volet dans cette lettre de mission qui était concentré autour des données d'intérêt général. Alors c'était un sujet qui animait les débats ces derniers mois, à tel point qu'on s'est posé la question de savoir si on pouvait écrire dans notre droit une définition robuste. Il y avait déjà eu des premières tentatives pour finalement mettre un régime particulier autour d'une donnée qu'on qualifierait du coup d'intérêt général. De sorte que finalement le sujet n'est pas tant de savoir s'il faut aller plus loin dans l'ouverture des données, c'est bien évidemment un sujet autour de l'open data en propre, mais le sujet ne peut pas être résumé simplement à plus d'ouverture ou fermeture, à miche de l'ouverture ou ayatollah de la fermeture. Il y a un sujet, et il a été abordé par les intervenants précédents, c'est celui du partage et de l'accès. Si je résume les choses, il y a quelques années, beaucoup de pays se sont engagés dans un mouvement autour de l'open data. UK était en tête, il y avait une promesse autour de l'innovation, de la contribution au PIB. Et finalement, sans pouvoir le démontrer, la logique de l'ouverture de la donnée, alors qui concerne beaucoup le secteur public, bien évidemment, a été un mouvement sur lequel la France est engagée. Et aujourd'hui, la France est effectivement en bonne position si on regarde les différents rankings, et notamment ceux de l'OCDE.
Pour autant, ça n'est pas la fin du film. Les années qui ont suivi, c'était des années qui ont été plutôt anxiogènes, parfois très anxiogènes, autour de la protection de la donnée, autour de la patrimonialité de la donnée. Et on est vu arriver dans le débat public, finalement, entre ce moment d'ouverture et la période la plus récente, se convoquaient des sujets qui étaient légitimes parce qu'ils correspondaient à des attentes aussi d'un certain nombre de nos concitoyens, et pas que de nos concitoyens, des régulateurs ou des pouvoirs publics, qui étaient de dire, OK, dans ce grand mouvement de la libération de la donnée, dans le grand mouvement du free flow of data, dans le grand mouvement de beaucoup de choses qui sont très favorables à la circulation de la donnée, il y a peut-être un moment où il faut s'interroger de quels sont les enjeux en matière de sécurité, de cybersécurité ou de protection des données personnelles. C'était non pas un mal nécessaire, parce que le GDPR s'exporte, et que c'est plutôt une marque de l'Europe extrêmement forte qui la positionne dans les différentes doctrines qui peuvent présider à finalement la façon dont on voit les choses en matière de circulation de données. Mais ça a été, à un moment donné, un frein le moment venu à aller plus loin, et on voit aujourd'hui des chercheurs français qui font tourner leur algorithme sur des datasets étrangers parce que c'est compliqué d'accéder à des jeux de données en France. Donc on voit bien qu'il y a un nouveau débat qui surgit, y compris avec les enjeux d'intelligence artificielle, et ça fait un lien direct avec le sujet de ce matin. Finalement, par construction, par modèle, on est sur une approche qui est extrêmement verticale, et Cédric Villani l'avait dit dans son rapport. Le vrai enjeu de demain, c'est bien évidemment l'émergence des hubs de données, mais probablement que le combat de demain, c'est l'interconnexion d'un certain nombre de ces hubs, et en tout cas l'interopérabilité, l'accessibilité de jeux de données qui sont issus de différents secteurs. Je m'explique. Je pense que quand on doit faire face à des enjeux de type pandémie, environnementaux, etc., tout ne se résout pas avec des données de santé. Si on prend le cas de la crise sanitaire, on a des sujets sur l'assainissement, on a des sujets... Enfin, en tout cas, on peut tirer des enseignements des impacts de nos politiques pour lutter contre la pandémie qui viennent aussi bien de jeux de données qui sont ceux issus de la mobilité, ceux d'analyse sociale, ceux de l'assainissement, et je suis sûr que sur la météo, on apprendrait des choses aussi. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas un spécialiste de la santé, mais on a pu entendre ici ou là que l'intensité avec laquelle le virus circulait était aussi météo-dépendante, enfin, en tout cas avec un certain nombre d'éléments de météo. Donc vous le voyez bien, le sujet, ce n'est pas open data versus fermeture. Le sujet, ça ne peut pas être créons un régime particulier de la donnée d'intérêt général, parce que la donnée d'intérêt général, et c'est pas moi, Éric Botorel, tout seul qui le dit, j'ai eu la chance d'avoir une équipe de 15 inspecteurs, et c'est une superbe aventure humaine que d'avoir eu à conduire cette mission, mais nous arrivons à la conclusion que la donnée d'intérêt général est quelque part un peu une tautologie. Donc la solution est ailleurs, la solution, elle est dans l'émergence, l'encouragement, le support, le soutien à l'innovation d'un certain nombre de hubs, et sans perdre de vue derrière qu'un jour viendra, et plutôt qu'on ne le pense, si la construction est par trop verticale, on va dupliquer les freins du passé, c'est-à-dire qu'on ne va pas se soucier de l'interopérabilité, de la portabilité, de l'interconnexion des choses, et le jour où on en aura besoin, ce sera trop tard. Donc voilà, la préoccupation qui est la nôtre aujourd'hui, c'est finalement comment on encourage la libération, la circulation, l'accès, le partage, bref, ne s'interdire aucune forme de modalité à partir du moment d'échange, à partir du moment où elle répond à des enjeux et des besoins, et que ce soit en B2B, en B2G ou en G2G. Alors je suis plus à l'aise pour parler du G2G ou du B2G. Et bien évidemment que la puissance publique va faire des efforts encore, toujours et encore pour innover sur ce champ-là. Mais je crois que le calendrier qui est devant nous, c'est de prendre date sur des éléments qui permettent l'émergence de ça. Et je rajouterai juste un point pour terminer. C'est que trop souvent, on pense que la libération de la donnée, c'est juste un bouton qu'on pousse sur un tableau Excel. Ça se pense très en amont et ça a des impacts très forts sur les infrastructures. Donc le vrai sujet, c'est la circulation de données by design quand on fabrique ces hubs, à la fois au service des verticalités qu'on adresse et en même temps sans perdre de vue qu'un jour, ça peut être utile à son voisin dont on avait ignoré, et c'est la part magique de la sérendipité du numérique à chaque fois, qui fera qu'on découvrira dans 5 ans que finalement on a besoin des données de santé pour traiter des problèmes d'environnement. Merci beaucoup. Pierre-Antoine, vous souhaitiez peut-être ajouter quelque chose ? Ah oui, tout à fait. C'est intéressant de voir complètement nos convergences. Quel que soit le moment où on commence à créer un hub, c'est un carrefour. Il me plaît à penser à un CHU comme un carrefour des données de santé sur un territoire, et ça a été le cas dans la crise où plusieurs initiatives pour faire le pilotage sanitaire. Et on dit, en fait, il faut absolument que l'on partage des données qui relèvent de responsabilités légales différentes. C'est par exemple le projet Argos. Après, il y a une vraie difficulté
je crois, où en fait on est encore, je le dis souvent, peut-être un peu en moyenne section à propos des datas, des échanges. On commence à apprendre le respect, on découvre un peu les choses, comme ma fille qui est à l'école ce matin. Pourquoi ? Parce qu'on a cette vision presque infantile des techniques ou des données. Aujourd'hui, la clinique des données, le Nantes Health Data Hub, c'est 2,7 millions de patients. Ça veut dire quasiment un citoyen sur 2 sur le territoire qui passe à un moment ou à un autre dans un établissement de santé comme un CHU. C'est la même chose à Rennes, Bordeaux, etc. C'est la même chose partout pareil. 2,7 millions de patients, 30 millions de comptes rendus. Vous savez, chers collègues, je vous remercie de m'avoir adressé, Jérôme, etc. Plop, plop, plop. 30 millions de comptes rendus, juste pour qu'on se rende compte, si on les imprimait sur des feuilles A4, on irait de ici à la Maison de la Chimie jusqu'à la Défense. Et en quelques centièmes de millisecondes, on va être capable de lire intégralement tout le texte et d'aller chercher des mots particuliers. C'est incroyable. 130 millions de documents, 30 millions de documents, 130 millions de données structurées, la biologie, etc. Incroyable. Et pourtant, ça, c'est encore une vision extrêmement patrimonialisante des données. Ça voudrait dire que je serais 2 fois plus riche le jour où j'aurais 2 fois plus de patients. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ce qui fait la richesse, c'est en fait non pas la donnée en elle-même, fût-elle d'intérêt général, c'est les usages que l'on va faire et comment on va créer de la valeur d'usage. Et ça, il faut qu'on sorte de notre vision patrimonialisante, même quand on respecte, et c'est un impératif absolu, celui ou celle qui est à la racine des données. Alors pour moi, ça va être un patient. Il a un droit à s'opposer, sans se justifier, à ce que ces données soient réutilisées à des fins de recherche. C'est très clair. Et on a mis en place tout ce qu'il faut pour le faire. Pour autant, cette donnée, évidemment, elle est créée à propos du patient dans le cadre de son soin, mais elle est créée par un soignant. C'est lui qui l'écrit, le compte-rendu. Donc, est-ce qu'il n'est pas déjà un peu co-créateur de la donnée ? Et puis l'informaticien, qui en garantit la disponibilité, l'intégrité, etc. Lui aussi, l'investissement sur l'infrastructure informatique de l'établissement, il est co-créateur de la donnée. Et ainsi de suite, la création de valeur d'usage de la donnée, elle s'inscrit dans une longue chaîne de contribution. Donc on est plus dans finalement une partition et des musiciens, une orchestration, un enregistrement, que dans une valeur patrimoniale de la donnée, comme on cultive un champ ou quand on possède un bien. Donc ça, c'est important, et jusqu'à des transformations ou des enrichissements de données qui vont en fait leur donner de la valeur. On parlait tout à l'heure de la météo. Vous ne savez pas, mais vous le saurez maintenant, que les changements de température et de pression sur les 10 jours qui précèdent en fait, ont une influence sur les dissections aortiques. Quand une artère ou une veine en fait, explose, et c'est extrêmement grave. Eh bien, ça, on ne peut le savoir que si on croise les sources de données. Et ça se multiplie à l'envi sur beaucoup d'aspects. Donc, contribution d'usage. Et une de ces contributions, en tout cas une qui nous tient beaucoup à cœur avec le Health Data Hub, c'est de regarder comment, peut-être une fois qu'on a déterminé le périmètre des données qui est pertinent, eh bien, on place au cœur de notre activité le respect absolu de la confidentialité qui est due aux patients, aux soignants, aux institutions. Et donc, on fait un dernier effort mathématique de modélisation, d'intelligence artificielle, de calcul, et on crée des données synthétiques qui garantissent qu'on n'est pas capable de remonter à l'individu, la vie privée d'abord. Merci beaucoup. Et on reviendra tout à l'heure notamment sur les données synthétiques, qui est un sujet qui est très intéressant. On parle de données, on a donné quelques exemples d'usage, de comment elle est créée, qui peut en être acteur, qui est acteur de cette création, de ce partage, etc. Mais j'aimerais peut-être qu'on aborde la gestion de ces données-là, notamment avec Guillaume, sur les stratégies de données. Donc, comment une donnée est-elle gérée ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Je ne sais pas, est-ce qu'une donnée est classifiée, par exemple ? Comment est-ce qu'elle est sécurisée d'un point de vue physique, logique ? Enfin, je vous laisse... Oui, il y a le sujet de la gouvernance des données. C'est un sujet d'actualité, bien sûr, au niveau des data hubs, mais c'est aussi un sujet vraiment d'actualité dans les entreprises, la gouvernance de la donnée. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la gouvernance de la donnée, c'est un sujet assez nouveau qui intègre la gouvernance de la sécurité de l'information, mais pas que. Puisqu'en réalité, c'est ce qu'on vous évoquiez tout à l'heure, il y a cette dimension importante de créer de la valeur ajoutée sur la donnée. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que quand on regarde un peu comment on gère la gouvernance de la sécurité de l'information, on peut faire un parallèle en fait avec la gouvernance de la donnée. Il y a quelque chose d'essentiel, il y a une dimension stratégique et puis il y a une dimension opérationnelle.
sur cette dimension stratégique, c'est la mise en place d'une politique de gouvernance de la donnée, c'est la mise en place d'une organisation. Et quand on regarde un peu, je vais citer une norme, l'ISO 27001, qui est la norme de référence ou la gouvernance de la sécurité de l'information, on voit bien en fait qu'on retrouve un cadre qui est tout à fait applicable à la gouvernance des données. Alors, je me posais une question, je me permets de réagir à vos propos tout à l'heure. Vous disiez, je crois, on ne collecte pas, on ne stocke pas, on ne transmet pas de données. Très concrètement, il y a bien quelqu'un qui doit le faire à ce moment-là. Et est-ce que vous pourriez peut-être, je me permets peut-être d'élargir un peu la question, essayer de nous expliciter un peu qui fait quoi, puisque ça revient à ce sujet d'organisation que j'évoquais. Il y a des responsabilités qui doivent être établies et une organisation qui doit être efficace autour de tous ces sujets. Merci de cette question-là. L'objectif du hub, en l'occurrence dans le secteur agricole, qui, autant on partage beaucoup de valeurs avec le monde de la santé, autant l'organisation est très différente entre la santé centralisée, comme cela a été dit sur les CHU ou les bases de données nationales, autant le monde agricole, c'est 450 000 exploitations agricoles françaises interconnectées avec 85 000 partenaires, rien qu'en France. Et l'objectif d'abord du Hack Data Hub est de pouvoir interconnecter tous ces éléments-là et de ne pas se substituer à des acteurs qui sont sur les territoires, à savoir les coopératives, les négociants, les chambres d'agriculture et des acteurs qui, eux, sont déjà en train de se numériser, de digitaliser leurs relations avec les agriculteurs. Donc nous, on est la partie immergée de l'iceberg sur des éléments mutualisés, qui d'ailleurs a été soutenu par la Caisse des dépôts et le gouvernement français par du financement BPI PIA 3 pour mutualiser cette phase de consentement, stockage, échange de données sur lequel nous opérons. Nous n'intervenons pas sur la collecte de données ni sur le traitement. Pour quelle raison? C'est assez simple. Déjà, ce sont des secteurs très concurrentiels. La collecte de données est réalisée soit par 3 catégories d'acteurs. D'une part, les agriculteurs eux-mêmes qui saisissent en ligne sur des logiciels parcellaires l'ensemble de leurs pratiques agricoles. Deuxième catégorie, le machinisme agricole qui collecte des données de manière totalement automatique. Et le troisième qui se développe de manière incroyable, qui sont des objets connectés, aussi bien la station météo que la boucle auriculaire du bovin ou tout autre objet connecté. Ces éléments-là sont liés à l'écosystème de collecte de ces données qui font remonter ces éléments-là sur la plateforme en fonction du choix de l'agriculteur. Donc, écosystème de collecte de données concurrentiel, organisé, multiple, sur une approche décentralisée. En aval, qui est en amont du hub, en aval, c'est du traitement de données classique, applicatif, logiciel, voire de l'IA, où là, de la même manière, c'est un secteur très concurrentiel sur lequel nous n'intervenons pas. Aussi bien des startups ou des grands groupes s'intéressent à l'agriculture. Et nous avons à notre capital les 4 principaux éditeurs de logiciels, donc vous comprenez bien qu'ils ne vont pas développer ou financer leurs propres concurrents sur ces sujets-là. Mais à la fin, et je rejoins tout à fait la conclusion, la valeur de la donnée, c'est de pouvoir avoir une vision de la data segmentée comme cela vient d'être vu, mais pour développer un usage. Et la valeur, c'est soit de pouvoir accompagner l'agriculteur sur le pilotage de son exploitation, soit de rassurer le consommateur avec une traçabilité en tant que telle, et ça doit être le plus transparent possible. J'espère avoir répondu à la question. Oui, merci pour ces précisions. Alors, ce qui est certain, c'est que la sécurité de l'information s'envisage sur toutes les activités de collecte, de stockage, de traitement, de transmission. Et là, on voit bien l'enjeu que représente avec ces multi-acteurs et ces différentes activités qui sont éparpillées, l'enjeu que représente la sécurité de l'information dans ce domaine-là, puisqu'il faut rappeler qu'une stratégie efficace de gouvernance de la donnée, c'est une donnée intègre pour créer de la valeur ajoutée. Et donc, on voit quand même la difficulté avec ces multiples acteurs de pouvoir assurer, on a parlé d'objets connectés, on a parlé d'un grand nombre d'acteurs autour de cette activité-là. L'enjeu, il est vraiment là. Et c'est quelque chose de relativement complexe de pouvoir s'assurer en fait de l'intégrité de la donnée de bout en bout. Merci beaucoup Guillaume. Et donc, on a parlé de cette gouvernance de la donnée. Il y a un sujet qui n'a pas encore été abordé qui est le stockage. Donc, je vais passer en anglais pour
pour Yelena. Donc, Yelena, we're going to switch in English, no worries. That's fine. So we were talking about all the data strategies, and now my questions to you is related to all the hosting. So we were talking about all the clouds. So first of all, what is the intent of having some data stored in the cloud, in one cloud, in different clouds, and all the subject that can be related to regulations, etc., that are linked to the hosting of the data. First of all, thank you for having me here. I actually really liked what I could understand from the conversations while this was working. Apologies that I couldn't pick up on everything, but you touched upon some of the governance on the data and stuff. And I never get tired to first start with the basic cybersecurity hygiene, and I think some people say constantly, it's such a cliche, but a lot of the things that are happening today, we go back to the fact that it was hacked because of the basic cybersecurity hygiene and not protecting the data that you have in the cloud. I would say it starts also with this data classification, to know what is the classification of the data you have in the cloud. Then when you have that governance and policies around, I would say then you have to think how to protect it. For example, some of the data like strictly confidential or confidential data or top secret data on the government levels is something that we truly look into, and we are not going to put it on a cloud that is outside of EU for the EU institutions, I'm saying. And there are good reasons for it. And I think we should be keeping our things in the clouds, either in-house or in the EU itself. And I think there's a lot of issues around this whole data confidentiality and two-factor authentication and how you access the data on different clouds. And this brings me to this zero trust topic. And I think even now more so with COVID, we are seeing that we are all trying to go to this zero trust. It's not something that's easily to get to, but it's something that all of us should be thinking a lot more about, and we see how much the information is worth. And I liked what you said. You mentioned, it was translated to me, that data is not wealth itself, but the information that you make out of the data is the wealth. And hence, I really liked it because I was thinking, yet, if we don't protect it, somebody else will make the wealth out of it. And I think it's very important to do various risk assessments on what to do with the data that you have and where you store it, to look at the third-party providers that you deal with as well, and spend a lot of time on this. And at the end of the day, I see a lot of people say, oh, we have it in a cloud, they'll take care of it. I don't agree with it, because you are the one that tells the cloud provider how to protect your data, and you should not rely on what they tell you on these things. Very good. Thank you very much, Yelena, and we're going to bring you another translator. Thank you. Donc, on parlait des sujets liés donc à l'hébergement des données, et j'aurais une question sur cette approche d'indépendance technologique que certains qualifieraient de souveraineté. Après, il y a des définitions qui sont un petit peu différentes. C'est pour ça que je préfère parler d'indépendance technologique. Monsieur Picarda, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'intérêt d'avoir des données souveraines, entre guillemets, ou en tout cas de préserver ces données et de les partager avec les bons partenaires, mais on en revient à ce que disait Guillaume tout à l'heure sur la maîtrise de la donnée, c'est quel est l'intérêt de la transmettre ou pas, et quelles sont peut-être les utilisations abusives qui en sont faites. C'est un débat qui pourrait nous tenir toute la matinée. Souveraineté, indépendance, le premier élément, on est tous interdépendants. Donc l'objectif, et je le rappelle, je pense que ça a été rappelé en ouverture, n'est pas d'établir des murs en disant il y a les bons, il y a les méchants. Nous, on est dans notre secteur, le village des irréductibles gaulois par rapport aux autres. Non, ce n'est pas du tout la philosophie. La question, aujourd'hui, pour un agriculteur et tout acteur qui veut intervenir dans le monde du numérique pour pouvoir développer des nouveaux services, c'est d'abord de dire, est-ce que je suis sûr que ma donnée va être échangée pour un usage défini auprès de l'acteur et que ma donnée dont je suis soit propriétaire, soit émetteur, ne va pas être dévoyée pour être utilisée par certains acteurs de manière dévoyée par rapport à l'usage, non pas uniquement d'avoir par exemple un modèle de maladie sur l'évolution du blé, vous donnez de l'information à un acteur de ce type-là, mais ces données-là vont passer sur un serveur européen d'un grand fournisseur hyperscaler,
vont aller aux États-Unis pour pouvoir alimenter le marketing direct d'un grand laboratoire d'analyse vétérinaire. Voilà. C'est une réalité. C'est inscrit en petites lignes sur les conditions générales d'utilisation des services, mais ça pose tout de même une question. Je prends un autre exemple. Je ne citerai pas la marque sur scène, mais le député de Botorel le sait, au niveau d'un grand machiniste américain. Aujourd'hui, quand un farmer américain achète un tracteur, il signe un contrat de licence et les données n'appartiennent pas à l'agriculteur. Il a au mieux accès à une visualisation de la donnée, voire au jeu de données brutes, mais n'a pas la capacité à maintenir l'usage de sa donnée qui peut être transmis à des négociants internationaux qui interagissent sur la bourse du blé à Chicago et qui agissent sur les prix et qui a une vision à 360 degrés de la moisson aux quatre coins du monde en tant que telle. Et derrière le dindon de la farce, je suis désolé de le dire, c'est l'agriculteur, puisque le chiffre d'affaires de l'agriculteur est directement indexé sur le prix du blé. Voilà un peu ces éléments-là. Donc l'objectif n'est pas de dire je reste assis sur mon tas de données comme je reste assis sur mon tas de blé, mais c'est bien de pouvoir dire j'ouvre mes données dans des conditions définies. Je suis interdépendant avec mon partenaire parce que j'ai besoin de mon tracteur, j'ai besoin de ma moissonneuse-batteuse pour pouvoir le faire, mais qu'il ne le fasse pas à l'insu de mon usage. Ça, c'est pour la donnée. Après, sur le volet technologique, effectivement, se pose la question des mesures extraterritoriales, notamment américaines. Je pense que vous y avez plus d'experts dans la salle que pour moi. C'est un vrai sujet en tant que tel. Je terminerai sur un dernier élément pour démontrer que l'agriculture est dans la visée des grandes puissances, qu'il s'agisse de la Chine, de la Russie ou des États-Unis. Après avoir signé un gros contrat sur la filière céréalière, la semaine d'après, on a subi une cyberattaque russe sur ces éléments-là. Et donc, heureusement qu'on avait des infrastructures souveraines et des éléments de défense pour pouvoir se défendre par rapport à des attaques de ce type-là. Pourquoi ? La Russie, pour information, et notamment via la mer Noire, est l'un des premiers pays concurrents exportateurs de blé aux côtés de la France sur les mêmes pays au Maghreb. Voilà. Ça nous permet de mettre en perspective un peu l'importance des données, en fait, parce que aujourd'hui, de la donnée, on en est tous créateurs, utilisateurs, etc. Et ça nous permet de vraiment voir qu'il y a des données qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, qu'il y a une certaine gestion qui doit s'appliquer, comme on le disait tout à l'heure. Mais si on prend l'exemple des données de santé, on parlait par exemple de l'anonymisation ou parfois de pseudonymisation. Est-ce que Pierre-Antoine, vous pouvez nous donner un peu un complément sur déjà en quoi ça consiste d'anonymiser ou pseudonymiser, quelles sont peut-être les différences, et puis quelle est l'utilité au final de faire ça? Ok. Je vais peut-être d'abord revenir sur la question des enjeux qui sont les nôtres, qui sont les mêmes en fait, ou qui ont des parallèles très flagrants entre le monde agricole, le monde de la santé, un CHU avec ses 12 000 salariés, en faire travailler ensemble des psychiatres, des orthopédistes et des dermatologues, c'est pas une sinécure. Donc c'est vraiment ces questions de gouvernance, elles existent à l'intérieur d'un établissement et très vite elles se posent à travers des réseaux d'établissements. Nous avons dans l'Ouest, on a ce qu'on appelle le West Data Hub qui fédère 8 CHU, qui sert un bassin de quasiment 12 millions d'habitants. Voilà, c'est des questions de gouvernance, une fois encore, qui sont toujours les premières. Ensuite, par rapport à nos enjeux, je crois qu'il faut réaffirmer que nous avons des techniques pour y répondre. Si les bases de données dans ce grand machiniste américain, elles sont distribuées, eh bien on peut décider, on a les technologies pour que les bases de données elles sont distribuées, que les données elles restent chez celui qui les produit. Ça c'est possible. On le fait dans le domaine de la recherche au niveau européen. Mes collègues allemands, Zero Trust, ils me disent parfois pourquoi est-ce qu'on centraliserait toutes nos données chez toi en France? Je dis écoute, tu as raison, j'ai pas à te demander de me faire confiance. Les données, elles restent chez toi. Tu vois en direct ce que l'on en fait. Si tu veux couper le tuyau, tu le coupes. Donc ça pose profondément une question de nos rapports aux technologies, la blockchain, la distribution des bases de données, etc. Mais vous voyez, elles sont en deuxième ou en troisième niveau. D'abord la gouvernance, le réglementaire, qu'est-ce qu'on fait de ces technologies? Sur l'anonymisation, c'est la question de la confidentialité. Moi, je crois profondément qu'on est en train de s'apercevoir qu'une donnée personnelle, c'est pour un usage personnel. Point.
barre. Ça veut dire que les données de santé, elles sont données personnelles de santé pour qu'elles servent à un patient pour prendre une décision pour lui. Pour tout le reste, à la pharmacie, le remboursement, etc., on n'a pas besoin, c'est peut-être même pas éthique, de faire courir un risque de réidentification à un patient qui est aussi un client, un usager, un citoyen et un électeur. Donc, question de la réidentification. Est-ce qu'on a le droit de faire courir un risque de réidentification à n'importe qui finalement? Probablement non. Et pour cela, eh bien, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on qualifie ce risque de réidentification? C'est pas évident. Dans le langage courant, on parle de données anonymes. En fait, la CNIL nous dirait, en fait, attention, c'est des données pseudonymes. Vous avez probablement juste enlevé tous les identifiants directs qui permettent de vous réidentifier directement. Ces données sont nombreuses. Est-ce que vous avez un exemple de le nom, données le prénom, identifiantes? la date de naissance, l'adresse IP. Voilà. Ce sont des identifiants directs, votre numéro de sécu. Ce sont des identifiants directs. Ça veut dire que directement, on peut faire le lien avec un individu. Ce n'est pas toujours facile à enlever. Par exemple, des documents textuels, ce n'est pas complètement simple. On a des techniques pour le faire. Mais ça ne suffit pas. C'est pour ça que ces données, elles ne sont pas anonymes, elles sont juste que pseudonymes. Ça veut dire qu'on peut potentiellement réidentifier quelqu'un avec quelques informations en les croisant. De ce point de vue-là, simplement quelques attributs permettraient de réidentifier l'un d'entre nous sur scène, par couleur, par style de cravate, par type de chaussures, etc. Un simple croisement permet de réidentifier un individu. Et on a une législation pas assez connue, bien diffusée par la CNIL, mais peut-être pas assez connue du grand public, notamment le travail du groupe G29, publié dès 2014 par la CNIL, qui explique très bien que ces données que l'on appelle dans le langage courant anonyme ne sont pas anonymes, que ce qu'on doit qualifier, c'est la question de la réidentification. Donc, une fois qu'on a vu ça, si on en a les moyens informatiques, le temps, les équipes au plus proche des lieux de production des données, effectivement, on peut créer des données synthétiques, c'est-à-dire une donnée de même granularité qu'une donnée personnelle, mais où on va quantifier, qualifier le risque de réidentification. Donc on transforme une donnée qui était personnelle en une donnée synthétique qui a la même granularité et dont on va pouvoir, qualifier le risque de réidentification, 2, démontrer la valeur informative. Et donc ça, aujourd'hui, ce sont des techniques qui commencent à se développer, on en parle de plus en plus, et si ces données individuelles sont des simulations mathématiques, eh bien elles sortent du RGPD, et on a réussi à ne pas faire de compromis entre la volonté de partager des données pour créer de la valeur, qui est tout aussi légitime, que la volonté première de protéger les individus à la racine des données. Merci. Et on reviendra tout à l'heure sur la façon d'exploiter ces données, notamment dans le cadre d'un projet que vous avez mené, qui est très intéressant parce que ça permet de donner des éléments tangibles et extrêmement concrets sur un cas d'application. Et on le verra, c'est aussi l'intérêt de voir qu'on n'a pas forcément besoin de données identifiantes pour avoir de l'information intéressante, si je peux le qualifier ainsi. Donc merci beaucoup pour cette réponse. On voit au final, en tout cas c'est mon impression, qu'on est quand même sur des enjeux assez transverses qui sont communs à la cybersécurité. On va dire, on parle de données, on parle de stockage, on parle de tous ces éléments-là. Guillaume, peut-être est-ce que vous pouvez, si on prend un pas de recul, mettre un peu tout ça en perspective et nous donner un peu des éléments sur la sécurité de la donnée au global. Et parce qu'il y a une chose dont nous n'avons pas encore parlé, par exemple, c'est la sécurité des infrastructures physiques. Parce qu'on est dans de l'informatique, on parle beaucoup de données, donc c'est quelque chose qui est souvent non tangible. Mais au final, il faut bien que ça soit stocké quelque part, puisque le cloud, c'est au-delà du fait que c'est censé être un nuage, réellement, il y a des data centers, il y a des endroits où c'est stocké. Donc est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur cette mise en perspective-là? Oui, peut-être je peux réagir sur ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant de gouvernance de la donnée et sur la mise en place d'une organisation bien spécifique. On voit très concrètement dans les différentes organisations qu'on accompagne que l'organisation des entreprises, des collectivités, de tous les organismes est très différente d'une entreprise, d'une entité à l'autre.
Il y a des tas de nouvelles professions, responsables de la donnée, DPO, RSSI, etc. Et clairement, on voit encore que ces sujets-là ne sont pas complètement matures dans toutes les organisations. Et parfois, ça peut poser des problèmes, puisque on a tendance, par nature, et d'ailleurs, pour rebondir sur un sujet qu'évoquait Axel Lemaire hier, sur le silotage, par exemple, entre les enjeux d'écologie et les enjeux du numérique, c'est des mondes qui ne se parlent pas. Même au sein des organisations, il y a des mondes qui ne se parlent pas. Le monde de la sûreté ne se parle pas forcément avec le monde de la sécurité de l'information. Et aujourd'hui, on voit avec ces nouvelles professions de DPO, de Chief Data Officer, etc., que chacun travaille un peu de son côté. Et puis, ça peut engendrer de réelles difficultés. Typiquement, il y a un exemple qu'on cite parce que c'est un peu dans l'actualité, mais on voit bien l'impact que ça a pu avoir sur les entreprises. L'incendie chez OVH, une dimension risque incendie qui, au final, a un impact fort sur la disponibilité des données. Donc, voilà, je voulais juste préciser peut-être qu'une vision à 360 degrés des risques est quelque chose d'important, qui n'est pas encore parfaitement dans l'air du temps dans toutes les organisations, mais je pense qu'il faut travailler dans ce sens-là. Il y a effectivement un vrai intérêt, en tout cas on l'a vu notamment avec l'exemple d'OVH sur, là c'était un risque incendie, mais ça peut être des risques qui sont liés à d'autres catastrophes naturelles, enfin à tous les facteurs de risque que vous pouvez connaître, qu'ils soient naturels, volontaires, malveillants, involontaires, etc. Il y en a énormément. Et puis ce risque lié notamment à la sécurité physique, je pense que c'est un sujet qui n'est pas encore assez abordé, tant d'un point de vue intrusion, alors on parlait de l'incendie, mais est-ce que peut-être nous donner un peu de complément d'information sur les risques liés à l'intrusion? Je peux peut-être donner quelques exemples pour illustrer mes propos, pour que ça soit très concret. Imaginez dans une organisation un RSSI, un responsable de la sûreté. Bien entendu, ils ont tous une approche par les risques. Donc, ils ont une matrice, ils gèrent leurs risques et ils ont leur liste en fait de risques identifiés avec le traitement du risque approprié. Mais ils font chacun ça. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Dans certaines entreprises, il y a des organisations qui permettent de rassembler ces différents domaines de risque. Mais dans beaucoup d'entreprises, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a vraiment un silotage de ces activités-là. Et sur un sujet, pour reboucler avec ce que j'évoquais tout à l'heure, sur un sujet qui implique un très grand nombre d'acteurs avec différentes activités de collecte, de stockage, etc., il faudra à un moment donné avoir dans la stratégie de gouvernance de la donnée cette vision du risque à 360 degrés. Donc on en revient un peu sur la définition des rôles de RSSI, de responsable sûreté, et des différents postes en fait, qui font partie de la sécurité des biens matériels ou immatériels et de la sûreté. Et je pense que, notamment au cours des dernières années, nous l'avons vu, il y a eu plusieurs entreprises qui ont changé un peu de paradigme, où avant les équipes de cybersécurité, en tout cas de sécurité de l'information, faisaient partie, donc étaient reliées à la DSI, donc à la partie vraiment purement IT et informationnel, et maintenant change un petit peu et passe sous un côté, un volet un peu plus opérationnel. Alors, ils sont forcément toujours en lien avec la DSI, étant donné qu'on reste sur un sujet informatique, si on le schématise comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce changement de paradigme. Et so Yelena, I have a question for you regarding how in the financial industry, how does it work from your point of view as a user? So what are the things that are in place or that should be in place to protect your sensitive data? We were talking about physical security. So is that something that, according to you, is taken into account enough or maybe not? So could you give us more information on, from a user standpoint, what is the actual context? Sure. So I will not go and talk about my organization, but I'll just say in general some of the things. And I really like the fact that you pointed out that
There are so many new roles nowadays. You have a DPO, IT security, InfoSec, physical security, and they are different roles. At the end of the day, they're all part of the same governance. And I think it's extremely important to come to the point, or it's not easy, to come to the point where they all work together, because sometimes you have a feeling that, or others feel like you're overstepping their roles. But it's extremely important to work together. For example, when you have a new tool in place, I'm never going to give an okay or green light for a new cloud without talking to DPO, without talking to IT security, how we're going to integrate it, what is the possibility of having it, what are the encryption standards, and how we're going to put it inside with APIs and whatnot. So I think all of these things are very important to keep the constant, if not on a daily basis, relations with other units within the organization. And when we talk about physical security, many times I find it funny because some people in physical security don't see that it's part of information security, so they try to really put the silos on this. And I think this whole work between the different teams is extremely important, because if we don't have this, we're always going to be missing information. And right enough, it does happen sometimes. And I think during the COVID time now, it was a bit harder and more challenging at the beginning for this. Until we actually had to be innovative and come up with new ways of having meetings, and meetings also on site to see things. So all of these things will help, and I think one of the biggest things that we dealt with during the COVID time is also how to protect endpoint protection and look at our equipment and what we are doing. And I think this whole COVID time actually helped us to be more cohesive and help each other, because I think that as we progress, I think the hackers and attackers, bad actors, are going to progress, and we'll be lagging behind constantly, and I feel like we will be, but I think it also opened up the eyes, and we looked much faster at obsolete technology, and we dropped it, and we said we need to go with the new things, we need to see how to secure much better. And again, obviously in all of this, all of the teams came together, and I think it's one of the keys to success for any institution or organization to secure their assets in the best possible way. Thank you very much. Donc nous avons vu les différents aspects de la sécuritaire qui sont liés autour de la donnée. Yéna parlait de silos, et ça me fait penser à quelque chose que vous évoquiez tout à l'heure sur le fait que la verticalité ne doit pas nuire à la transversalité, si je me trompe pas. Est-ce que vous pouvez du coup nous détailler un peu plus cette approche, et en fait qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que ça engendre? Oui, alors ça a déjà été pas mal abordé. On peut peut-être l'illustrer de certains exemples. On peut imaginer, enfin, il n'y a rien qui détermine que, par exemple, quelqu'un qui veut faire de la prévision autour de la météo est intéressé par des données issues de l'automobile. Bon, sauf si vous vous intéressez, par exemple, aux données qui viennent des essuie-glaces, qui pourraient vous renseigner de manière plus précise, plus localisée sur le niveau de pluviométrie. Ces exemples-là, vous pouvez les multiplier à l'infini, en fait. C'est-à-dire que le monde qui nous entoure, il est pas uniquement dans le virtuel, il est totalement en interrelation. Ce que nous subissons, la façon dont on se déplace, c'est pas juste dépendant d'un truc qu'on prend et dans une forme de verticalité. Enfin, nous évoluons dans un monde dans lequel nous interagissons avec beaucoup de choses. Et cette transversalité, en fait, elle va poser des conditions en matière de réflexion en amont de la manière dont on design un certain nombre d'architectures, qui réinterroge bien évidemment la notion d'interopérabilité, la notion de portabilité, la notion de réversibilité, etc. etc. Vous avez abordé dans vos questions précédentes finalement le sujet de la sécurité, de la souveraineté. Alors pour le coup, moi j'utilise à la fois pas le terme de souveraineté ni le terme d'indépendance. Je privilégie plutôt le terme d'autonomie stratégique, parce que le fond du sujet est moins un sujet tech qu'un sujet HR ou un sujet de compétences, de formation. Trop souvent, on aborde ce sujet finalement de la stratégie cloud, de stockage, de briques de services. Le cloud n'est pas uniquement... D'ailleurs, le cloud, moi, à chaque fois qu'on parle de cloud, je ne regarde pas l'image, je regarde en dessous l'eau, parce que c'est sous les câbles sous-marins que les choses transitent, mais c'est curieux qu'on finalement désigne le ciel comme étant l'endroit où les choses s'échangent. Mais moi, je pense qu'on a un vrai enjeu derrière, qui est celui et c'est pour ça que j'emploie ce terme d'autonomie stratégique, parce que ça repose
ça fait reposer essentiellement les enjeux sur notre capacité à pouvoir décider de notre destin demain, et ça repose en partie sur la capacité qu'ont les entreprises d'avoir des talents chez eux qui vont définir, designer un certain nombre de services qui vont être les services et les standards de demain. Bref, ne traitons pas le sujet de la sécurité ou de la transversalité ou de la communication des choses uniquement sous un œil trop tech. Le sujet, il est aussi, des sujets, vous les avez abordés, éthiques, de gouvernance, de régulation, mais aussi évidemment de capacité à pouvoir avoir chez soi des talents qui soient en capacité de répondre et de matcher sur les différents services. Et je voudrais rassurer tout le monde, c'est le cas. En France, nous avons des très bons acteurs français. Nous avons des très bons acteurs en Europe. Et le sujet de l'autonomie stratégique, il dit très clairement les choses. La manière de faire demain n'est pas le bannissement, n'est pas d'interdire à des acteurs, fussent-ils américains ou d'autres, de jouer sur les terrains de jeu européens ou français. Simplement, ils joueront avec les règles du jeu qui sont celles que nous avons définies. C'est un peu la feuille de route qui a été présentée notamment et qui clarifie de mon point de vue de manière beaucoup plus objective et opérationnelle la feuille de route cloud telle qu'elle a été présentée par Bruno Le Maire, Guillaume Poupard, Cédric O et Amélie de Montchalin. Je pense qu'on y voit plus clair avec l'approche par licensing était effectivement une réponse qui était attendue par les écosystèmes. Donc voilà comment je peux répondre de manière peut-être un peu plus complète à votre question sur la transversalité, mais l'enjeu de demain, c'est de faire communiquer des mondes qui n'étaient pas prédestinés à discuter les uns avec les autres. Tirons les enseignements de ce qui se passe dans chacun des territoires tous les week-ends. Participer à des hackathons, des start-up week-ends. La magie des choses, c'est finalement de faire surgir les idées innovantes de la réflexion de gens qui n'étaient pas prédestinés à travailler ensemble. Et dans les entreprises, d'ailleurs, on lutte contre le cloisonnement aujourd'hui. C'était très bien dit tout à l'heure. Si vous voulez traiter du sujet de sûreté, parlez-en aussi. Parlez aussi de sécurité. Jérôme, je peux poser une petite problématique. On est ici entre gens de très bonnes compagnies avec une volonté de faire des choses très intéressantes pour la société, dans l'agriculture, dans le médical, etc. On se rend compte quand même qu'aujourd'hui, la technologie nous permet aujourd'hui de traiter des données en masse, etc. Et on a bien compris la valeur ajoutée que ça pouvait représenter pour les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, mais aussi pour des organisations privées. À un moment donné, va se poser la question, étant donné que cette technologie est disponible, comment allons-nous gérer, en fait, puisqu'on parle de création de valeur ajoutée, donc il y a de la concurrence entre les différents organismes, à un moment donné, va se poser la question pour ces organismes privés de se dire, entre valeur ajoutée pour mon organisme, éthique et sécurité, c'est déjà ce qu'on voit sur certains sujets, hein. Comment va être la balance ? Et là, à un moment donné, la technologie est disponible, il y a des choses qui vont arriver, et comme je le disais tout à l'heure, on est ici entre gens de très bonnes compagnies avec des volontés très saines, mais comment tout cela pourra être encadré, en fait, Est-ce que ça doit être encadré ? C'est peut-être ça la vraie question. D'après vous, est-ce que ça doit être encadré ou pas ? Si la question m'est adressée, moi je vais faire le même constat que vous. Compte tenu de l'état de la menace, vous parliez d'Axel Lemaire, j'étais avec elle à Brest la semaine dernière, elle me pose la question de savoir quel est le meilleur secrétaire d'État au numérique qu'on ait jamais eu en France depuis 15 ans, c'est la pandémie. C'est vrai qu'il y a une accélération, je ne dis pas que je suis d'accord avec elle, je pense qu'on a un très bon secrétaire d'État au numérique en ce moment, mais la pandémie a nécessité, a encouragé le développement de la numérisation. Ça s'est fait un peu à l'arrache. Il y a des gens qui n'ont pas forcément respecté l'état de l'art en matière de sécurité. L'état de la menace est extrêmement fort et la surface d'attaque n'a jamais été aussi élevée. Vous dire aujourd'hui que, à la fois d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue du droit, tout est satisfaisant pour s'assurer que chacun fait bien les investissements qu'il est nécessaire de faire en matière de sécurité, c'est faux, évidemment. Après, vous avez plusieurs doctrines possibles. Il y a certains pays où n'importe quel investissement informatique ne peut se justifier que si vous consacrez 15% ou 20% de cet investissement à la cybersécurité. Moi, je suis un secteur, je suis de Lannion, le secteur des télécoms se plaint en permanence d'être dans un marché qui est tiré par le bas, 150 opérateurs téléphoniques en Europe, une concurrence accrue, et donc, j'allais dire, une vision du marché par le bas qui
ne récompense certainement pas à la bonne hauteur les investissements qui sont faits par les entreprises en matière de sécurité. Bon, je dois avouer qu'avec, encore une fois, cet état de la menace et la réussite d'un certain nombre d'attaques, peut-être que certains vont considérer que ce sujet est un vrai sujet et que désormais, mais je ne crois pas que ce soit par le droit qu'on le traite. En tout cas, moi, je ne me vois pas prendre un régime, une fiscalité particulière, soit punitive, soit extrêmement incitative, parce que finalement, on tombe vite dans les effets d'aubaine. Je pense qu'il y a une acculturation à avoir autour de ces enjeux et de ces sujets qui me paraît totalement nécessaire. Et je pense qu'à certains endroits, c'est déjà le cas. Franchement. Le secteur de la santé est totalement sensibilisé au sujet. Est-ce qu'il fait suffisamment d'investissements? Est-ce qu'il est suffisamment soutenu pour pouvoir faire ces investissements? Bien évidemment que non. Et parce qu'il faudra toujours plus. Guillaume, est-ce que ça répond à votre question? Parfaitement, merci. Merci beaucoup, monsieur le député, pour cette réponse aussi. Nous parlions de la façon d'interconnecter toutes ces sources, en fait, et de reprendre un peu la main sur l'usage et sur la volonté de ce que l'on veut transmettre ou pas. Tout à l'heure, monsieur Picarda, vous parliez du consentement qui était fourni par les agriculteurs notamment, mais tous les divers très nombreux partenaires qu'il y a. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur concrètement quel est l'intérêt déjà de partager ces données sur un cas peut-être un peu concret et puis d'avoir du détail sur le... Merci beaucoup. Et d'avoir un peu plus de détails sur toute la partie liée au consentement. Oui, ça me permettra aussi de compléter la réponse par rapport à la question qui était posée. Le secteur agricole est au niveau européen est la première politique intégrée européenne avec la politique agricole commune qui se négocie, dont la nouvelle version se négocie actuellement à Bruxelles. Donc la dimension souveraine de pouvoir nourrir l'ensemble de la population est fondamentale pour que on vive dans un territoire européen en paix. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, justement, pour répondre à la question de tout à l'heure sur l'impact et les usages, de grands acteurs technologiques ou métiers s'intéressent à la donnée agricole pour développer des nouveaux usages et avoir des relais de croissance sur leur modèle économique. Et c'est justement parce que le monde agricole et les représentants professionnels, notamment en France, mais également au niveau européen, ont vu cet engouement pour la donnée agricole que des initiatives comme AgDataHub en France, qui a une vocation développée au niveau européen, mais aussi avec des collègues néerlandais, allemands, belges, avec lesquels nous travaillons depuis maintenant près de 15 ans en R&D sur les projets Horizon H2020 de recherche européen. On travaille déjà, on n'a pas attendu Gaia X pour pouvoir avancer là-dessus, ou cette dimension technologique. Donc on a, les représentants agricoles ont décidé justement de se structurer pour pouvoir répondre à ça. Et pour répondre à une question, je reviens là-dessus parce que c'est l'origine de la question du consentement, de cette asymétrie de marché entre des entreprises unipersonnelles, qui sont les exploitations agricoles, avec des questions oligopolistiques. Et le seul élément, je suis désolé, je suis assez libéral d'un point de vue économique, mais le seul élément pour pouvoir défendre et promouvoir l'accès aux données des agriculteurs par rapport à cela, c'est la réglementation. Et c'est la réglementation européenne. Et pourquoi? Parce que d'un point de vue volontaire, le syndicalisme agricole au niveau européen a défini un code de bonne conduite d'application volontaire pour le partage des données. Même si tous les logos des grandes organisations européennes sont là, force est de constater que les opérateurs économiques de ces secteurs n'ont pas appliqué ces bonnes pratiques, notamment sur la gestion du consentement. Et qu'est-ce que c'est que le consentement? L'objectif, c'est pas de dire on fait plein de papiers, ou on coche plein de cases. Le but du consentement, c'est de permettre à un acteur qui est identifié dans l'environnement numérique, et le prérequis du consentement, c'est une identité numérique. Ça a été rappelé en ouverture une nouvelle fois par le ministre estonien en tant que tel. C'est une identité numérique, personne morale, personne physique, sécurisée avec l'appui de l'État et à vocation européenne, sur lequel s'inscrit un premier usage qui est le consentement. Le consentement, c'est quand même la base de toute transparence. C'est l'équivalent d'un contrat. Vous avez deux contreparties, l'agriculteur identifié et son partenaire.
c'est un jeu de données défini, c'est un usage, c'est une durée. Voilà. Sont ces éléments, ces 3 points qui sont tout de même l'élément de base de la confiance et de la transparence pour pouvoir permettre derrière aux partenaires de gérer la donnée en toute transparence. Et ces éléments-là, c'est une réalité. Alors, le monde agricole, on a eu la surprise de l'apprendre du commissaire Thierry Breton le mois dernier. Le secteur agricole est le 2e secteur le plus équipé en termes de data après l'automobile au niveau européen, par rapport à l'initiative et la structuration en termes de gouvernance de ces volets-là. Et le monde agricole dit clairement, si dans le Data Governance Act, actuellement en rédaction, en gestion de compromis à Bruxelles, il n'y a pas un élément fondamental qui est la gestion du consentement préalable à l'échange, cela sera un rendez-vous manqué, notamment pour établir cet espace européen de partage de données. Et le data sharing ou les data space européens n'est pas une question technique. C'est une des libertés de pouvoir faire circuler de l'information pour la santé, l'agriculture, l'alimentation, le Green Deal. Et je boucle avec la dernière intervention du député Bohotorel. La transversalité, c'est une réalité. Aujourd'hui, nous avons une transversalité géographique parce que nous travaillons avec près d'une dizaine d'États membres en plateforme. Et la base de cela, c'est l'interopérabilité avec la standardisation technologique, ici avec des acteurs techno, mais aussi la standardisation des données, pour derrière faciliter une transversalité intersectorielle, parce que le monde de la santé a besoin du monde de l'alimentation et de l'agriculture pour pouvoir travailler sur le bien-être et la santé de nos concitoyens, et l'agriculture a besoin de données du data space environnement pour gérer la séquestration du carbone et la contribution de l'agriculture à la séquestration du carbone ou au développement ou au paiement des futurs services environnementaux. Et donc on a cette transversalité géographique qui est une réalité, une transversalité intersectorielle qu'on travaille grâce à l'interopérabilité. Et la base de tout ça, ces 2 éléments, c'est interopérabilité et standardisation et identité numérique, consentement. Si on n'a pas ça, eh bien, on aura des vrais problèmes pour pouvoir développer de la valeur pour l'ensemble des services et des acteurs économiques. Merci beaucoup. Et ça me permet aussi de continuer. On commence à rentrer sur vraiment des cas d'usage, des cas d'application concrets. Et je pense que Pierre-Antoine en a un dont je parlais très brièvement en introduction, qui peut être intéressant sur concrètement qu'est-ce qui a été mis en place. Donc on parlait de données synthétiques. Donc un projet qui a été mené autour de ça, donc déjà l'intérêt de cette donnée synthétique et puis peut-être rentrer sur des aspects tout simplement basiques sur comment est-ce que ça a été fait et au final on a souvent l'impression que c'est des choses extrêmement complexes à mettre en œuvre et peut-être que c'est le cas, peut-être pas, on va le voir avec votre exemple. Ok. Alors peut-être sur les données synthétiques et les détails, il y a un meet-up qui est disponible sur YouTube qui a été fait avec le Health Data Hub, sur lequel il y a plusieurs technologies qui sont mises en avant et des exemples très concrets où toutes les données sont disponibles en ligne. Alors en l'occurrence, c'est pour des publications scientifiques où on a parfois la volonté d'être très transparent sur les codes informatiques que l'on utilise. Mais si on met à disposition les codes et qu'on n'a pas les données pour les faire tourner, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on a mis à disposition non seulement les codes informatiques, dans une excellente étude sur la rupture des anévrismes intracrâniens, et on a mis aussi à disposition des données qui ont la même granularité, la même forme que celles qui ont permis de faire la publication et pour lesquelles on peut faire retourner tous les algorithmes qui permettent de reproduire les figures de la publication jusqu'à la capacité de faire de l'intelligence artificielle et des modèles de prédiction où on apprend sur les données. Donc tout ça, c'est disponible en ligne, peut-être pour rentrer un peu plus dans le concret, avec effectivement un usage envisagé des données synthétiques. On peut peut-être partager un peu, parce que ça fait peut-être une bonne synthèse aussi avec nos enjeux. Le projet Argos qu'on a mis en place il y a un peu plus d'un an, et ça illustre très bien aussi les changements d'organisation à l'intérieur d'un établissement, qu'il soit de santé ou ailleurs. En vous écoutant, je me disais que quand j'ai fait mes études, imaginez que j'aurais été praticien hospitalier à la tête d'un service à l'intérieur d'un hôpital
qui traite non pas les patients, mais les données qui sont générées de ces patients. Ah oui, effectivement, c'est un nouveau métier et il n'y a pas de case en fait. Il n'y en avait pas et il n'y avait pas de formation non plus. Voilà, on apprend encore sur le tas. Donc 28 avril 2020, pleine crise pandémique, la direction de l'hôpital, de la direction de l'institution, avec une voie médicale et une voie administrative, se demande comment mieux prendre des décisions avec toute l'incertitude de la crise. Il faut bien réaliser à quel point les décideurs sont plongés dans l'incertitude. Et où est-ce qu'il frappe ? Il frappe à la porte du Nantes Health Data Hub. On est les spécialistes des données, de leur traitement et éventuellement de leur modélisation pour faire des prédictions. Et vous voyez, le point de départ, c'est une question, peut-être même pas forcément très bien formulée. Comment on fait pour mieux décider ? Donc, comment on fait pour mieux décider ? Effectivement, on peut être assis sur notre tas de blé, je vais reprendre l'expression, et puis utiliser des moyens mathématiques pour prolonger les données. On fait de l'intelligence artificielle, des modèles autorégressifs, etc. Super. Ça, c'est une manière de faire. Et en écoutant la question, le besoin, finalement, on se dit, mais est-ce que ta question, c'est vraiment ça ? Ou est-ce que peut-être tu veux pas un outil qui permettrait de mieux voir ce qui se passe sur le territoire, comment la pandémie évolue, au CHU de Nantes, parce qu'avec ce qu'on en voit, finalement, c'est les arrivées aux urgences, les arrivées en réanimation, le taux d'occupation des lits de réa, et qu'est-ce qu'on doit faire pour déprogrammer ou non d'autres opérations. Et donc dans ce ping-pong, à partir de voilà ce qu'on a comme données disponibles, voilà ce qu'on pourrait imaginer, on décide qu'en fait, on ne va pas faire de la modélisation. En partie parce que c'est déjà très bien fait par l'Institut Pasteur, par nos collègues bordelais. On se dit, nous, notre force, c'est une forme de jeu collectif qui fait que je peux appeler les collègues d'SOS Médecins et dire, dites donc, SOS Médecins, vous êtes les combattants en première ligne. C'est vous que les patients appellent quand ils commencent à avoir des gènes respiratoires, des toux, des nausées, des pertes de goût. À l'époque, on est à peu près sûr, on ne sait pas trop encore. Et ils font les visites à domicile. Donc ils sont vraiment en première ligne. Donc au plein cœur de la crise, on les appelle, on dit voilà, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on partage les données ? On fait la même chose avec les hôpitaux de ville. Des hôpitaux de ville, est-ce que vous seriez d'accord pour envoyer vos données au CHU de Nantes ? Et qu'est-ce qu'on va en faire ? Eh bien, on va faire un tableau de bord et on va empiler les séries temporelles qui sont des indicateurs de votre activité. Le taux de positivité des tests PCR dans le privé, le nombre de consultations chez SOS Médecins, le nombre de consultations qu'on va qualifier comme correspondantes à du Covid. Et puis, on va faire un truc finalement assez simple. On va afficher ces indicateurs en fonction du temps. Et puis, on va se donner, puisqu'on a des outils informatiques qui nous permettent de le faire, la capacité de filtrer par âge, par localisation géographique et par genre. Ce qui veut dire que si à un moment, on veut se dire qu'est-ce qui se passe en Vendée pour des femmes de plus de 55 ans, on doit être capable d'interagir avec un outil. Vous voyez, on a renversé la vapeur par rapport à l'outil. C'est l'utilisateur qui est aux commandes. C'est lui qui pilote et qui pose les questions. Ce n'est pas le data scientist, aussi sympathique fut-il, qui impose une modélisation. Donc on fait cet outil, et ça veut dire qu'on se donne les possibilités, alors pas d'échanger des fichiers Excel, d'avoir des bases de données, des API qui parlent entre elles, et qui en temps réel envoient les données dans un autre établissement. Alors, le CHU de Nantes, positionné comme un carrefour des données de santé sur le territoire, reçoit les données de SOS Médecins, du SAMU, de laboratoires privés. Et avec ces données, on crée des tableaux de bord qui permettent de voir ce qui se passe. Alors, pour la petite histoire, en fait, SOS Médecins, effectivement, voit arriver la première vague 5 jours avant qu'elle débarque aux urgences. Ça veut dire que si on voit que ça augmente chez SOS Médecins, le temps qu'on s'en aperçoive, qu'on soit bien sûr on a 3 jours pour se préparer à encaisser la vague aux urgences. Et puis ensuite, elle arrive éventuellement en réanimation, etc. Donc, comment est-ce qu'on objective la décision ? Comment est-ce qu'on partage cette décision aussi à l'intérieur d'un établissement pour prendre des décisions extrêmement complètes ? Alors, du point de vue de la donnée synthétique, puisque c'était la question, pour pouvoir filtrer par âge, par sexe, par localisation géographique, il faut de toute façon
une donnée qui est de la granularité la plus fine possible. Donc ça veut dire des visites ou des passages aux urgences qui sont décrits comme tels. Et donc là, notre cible, c'était de dire, bon, effectivement, on va faire un accord contractuel pour dire que ce sont des données pseudonymisées qui sont échangées, d'accord, mais on pourrait très bien utiliser non pas la donnée en tant que telle, mais la donnée modifiée de manière à ce qu'elle ne soit pas réidentifiante, mais qu'elle reste informative. Quand une visite de SOS Médecins, c'est malheureusement pour faire un certificat de décès sur la commune de Saint-Herblain pour un homme de 93 ans. Eh bien, on n'a pas besoin d'avoir la date exacte, l'heure exacte, la localisation géographique exacte, ni son âge exact. Un patient qui ressemble suffisamment, qui pourrait être lui, va être très largement suffisant pour ce que l'on va en faire. Donc on revient à la question des usages. Ce qu'on va en faire, c'est qu'ils viennent au dénominateur d'un calcul où on va dire quel est le pourcentage des visites qui correspondent à des symptômes Covid. Donc, et ça change tout, parce que ça veut dire que la donnée qui est échangée entre deux établissements, elle est plus identifiante, on le sait, et elle est quand même informative, c'est qu'elle nous permet de prendre des décisions. Donc on est sorti du RGPD, non pas que le RGPD était une contrainte, même si elle avait des implications contractuelles, mais ça aiguise notre intelligence pour dire voilà, comment est-ce qu'on va se saisir des outils techniques à notre disposition pour faire quoi ? Placer au cœur de notre action, même dans la pandémie, le respect de la vie privée des gens. Merci beaucoup. Et peut-être un dernier tout petit complément, alors sans rentrer dans des grands détails techniques, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais peut-être pour donner un peu de perspective à notre auditoire sur les enjeux techniques qui ont été liés à la création de ce projet et financier. Enfin, quel a été l'investissement humain, technique, financier qui est lié, parce que ça revient à une partie de ma question initiale qui était on a l'impression que, enfin, à juste titre ou pas d'ailleurs, vous allez nous donner votre réponse, mais que c'est des choses qui sont très complexes, qui nécessitent beaucoup d'investissements, très lourds sur le long terme, etc. Est-ce que ça a été le cas sur ce projet-là, par exemple ? Alors, oui, c'est le cas, mais avant de voir une solution technique, son ampleur et sa complexité, il faut avoir l'idée et créer les conditions de collaboration. Si on n'a pas cette qualité d'interaction avec SOS Médecins, surtout, c'est très difficile, ils sont quand même mobilisés en pleine crise. Aller leur demander de travailler avec les informaticiens pour filer les données, je n'étais pas très à l'aise, pour être très franc. Donc c'est, encore une fois, toujours d'abord des questions de gouvernance. Quand on a un problème technique, bon, ça va, la solution, elle est technique. Donc voilà. Dans le cadre de partenariats public-privé, c'est aussi parce qu'on a pu s'appuyer sur des partenariats public-privé qu'on a réussi à le faire. La plateforme, elle demande le 28 avril, le 13 mai, elle est opérationnelle. J'en suis pas peu fier. Avec des bouts de chandelle, malgré tout, et ça, c'est la question des investissements sur les infrastructures informatiques hospitalières. Alors, il y a la question de la culture d'utilisation, mais il y a aussi quand même une question de base d'investissement sur nos infrastructures. Je le dis parfois, si on pouvait voir l'infrastructure informatique hospitalière comme on voit le foncier, on verrait une maison avec des toits de chaume, avec des trous, des casseroles qui récupèrent les gouttières, un bout de tôle qui a été mis par-dessus en attendant. Et ça, c'est une vraie difficulté qui concerne le soin, mais qui nous met globalement à risque. Merci beaucoup. J'ai du coup ça m'amène une question pour Yelena. Donc je vais repasser en anglais un instant. So Yelena, I have a question for you. No worries. We were talking about very good examples of what it takes to develop this kind of project around data hubs in general and in some industries. From a user perspective, what you talked about zero trust. So could you please give us more information about what is zero trust and on the field what it looks like what does that imply, etc. So what is the zero trust and why people need to think about it? Sure.
So I would say zero trust is something basically that we all look even more so and think about now during the COVID pandemics that we had. And because we have seen many catastrophes since we've sent people home. And we are trying to basically go into more controls, trying to ensure that outsiders at least as possible can get into our systems, that our governance is in place to the best of the possible extent that we can do with our external providers. So let's say one of the examples is two-factor authentication. Then we look at also updates, upgrades to our servers. We will say, hey, now we had a risk threshold at this level. Are we going to have this risk threshold and wait 5 days before we update the servers when we are told by Microsoft or anybody else, the provider? Or we are going to re-look into these things and think about we are not going to wait more than 2 days to update the servers and things like that, where we will reevaluate our risk thresholds. We are going to reevaluate the access to our systems, the least privileged access that people should have. We are going to reevaluate how we look at our providers. And maybe more so, I've seen, at least from my experience, that we are looking into a lot more controls nowadays. And not only more, but we are also looking at the more frequent times into controls and asking our third-party providers about things. And some of the things that we used to ask maybe a quarterly, now we are asking on a monthly basis to ensure that the things are still there. We are thinking about new controls also. Not very important to mention, let's say SWIFT. We've sent people home. Now they're transferring money from home with SWIFT. We had to look at a lot more to come closer to that zero trust from government regulations, from internal users and their side and experiences. So basically zero trust is zero trust. You try not to trust anybody and you try to put as much as possible. I'm not saying anything is bulletproof, but in an ideal world, it would be good to come to the point where we have this, where we reach this zero trust. And it's not an easy thing. I think a lot of organizations worldwide are dealing with this same problem. But as long as we are trying to get there and we are trying to improve internally within the organizations is something that's very important. And I think as challenging as COVID was, as I say, it brought a lot of good things with it. And it made us thought much faster about obsolete technologies, about controls that we should look at, about new status quo that we are going to live in. And we know that some of the controls that came during COVID are not going to go away in this new way of living now. Thank you very much. Nous avons eu des exemples de projets concrets, un exemple d'un point de vue un peu plus utilisateur sur qu'est-ce que ça implique, ces données et comment les sécuriser. Et maintenant, j'aimerais qu'on peut-être prenne un pas de recul sur l'aspect un peu plus stratégique. Notamment, on parlait de la stratégie nationale sur le cloud. Est-ce que, monsieur le député, vous pouvez nous dire en quoi ça consiste et quels en sont les différents éléments? D'abord, c'est une très belle stratégie, pas uniquement parce qu'elle a été commentée et en partie designée par l'ANSSI et par Guillaume Poupard, ce qui me permet de souligner qu'en France en particulier, nous avons la chance de pouvoir compter sur d'éminents talents dans cette agence. Je pense aussi à sa petite sœur, je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle du GIP ACIMA, cybermalveillance.gouv.fr. Donc je pense qu'on a quelques moyens là pour prendre la juste mesure, en tout cas tenter d'apporter les bonnes réponses à l'ensemble des écosystèmes, soit TPE, PME ou grands groupes, des risques qui soient systémiques ou pas d'ailleurs autour de la cyber. Sur la stratégie cloud, franchement, on était les grands brûlés d'une stratégie que personne ne comprenait. Enfin, je dis ça sans être très sévère à l'égard de ceux qui ont pris des décisions avant, mais somme toute, il y avait un truc qui sortait des musées, des trésors nationaux, et on avait essayé de transposer quelque chose qui devait s'appliquer à ça sans que ce soit totalement compréhensible, ni par ceux qui le commercialisaient, ni par ceux qui l'achetaient. Je dis ça d'autant plus facilement que moi, je n'ai pas une carrière de parlementaire. Je suis devenu parlementaire dans des circonstances que certains connaissent en 2017, mais avant ça, moi, j'étais prestataire de services. En tout cas, j'avais œuvré dans des entreprises, qu'elles soient françaises ou américaines, pour commercialiser des solutions d'information. Alors, tant qu'on était en client-serveur dans les années 80-90, c'est assez clair. Dès qu'on a commencé à vouloir vendre du cloud souverain dans les années
2010, je peux vous avouer que c'était complexe à décliner. Donc il fallait rénover un peu ce cadre-là. En plus, on l'a évoqué ensemble, hein, le sujet de l'indépendance, de la souveraineté, apporter des réponses autour finalement de la domination d'un certain nombre d'acteurs, mais comment on fait en même temps, comment on est en capacité d'avoir des offres de services qui sont quand même les offres de services sur lesquelles il faut s'orienter. Enfin, moi, j'ai été de ceux qui ont aussi apporté des amendements pour que les collectivités puissent aller vers du IaaS plutôt que d'avoir ses propres salles informatiques quand c'est possible, parce qu'il y a de l'agilité à la clé, il y a de la possibilité d'être beaucoup plus souple, il y a la possibilité d'accéder à des services mutualités ou managés qui sont quand même un peu plus opérationnels que d'avoir des investissements en dur qui sont vite obsolètes. Donc il fallait rénover ce cadre. La proposition allait d'avoir des clouds internes de l'État sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets, on a employé le terme de données sensibles, sensitives, et puis de licencier des technologies qui sont des technologies qui sont fournies par des entreprises américaines, opérées possiblement par des acteurs français ou européens, sur la notion de capitalistique. Franchement, je pense que c'est la réponse la plus pragmatique, opérationnelle, en capacité de pouvoir être déployée, qui tienne compte des éléments à la fois de sécurité d'un côté et en même temps d'opérationnalité de l'autre, qui me paraît être le chemin le plus réaliste, crédible et en même temps pertinent à tenir. J'entends les débats qui naissent de la décision qui a été prise, des orientations qui ont été posées. Mais depuis 4 ans que je suis parlementaire, quand on prend une décision pour mettre une application, par exemple, de traçage de la pandémie, ce sont à peu près les mêmes qui nous disent pourquoi vous faites une solution souveraine plutôt que de prendre des technologies qui pourraient vous garantir qu'avec l'Europe, en vous appuyant sur Apple et Google, ça marcherait. Ce sont à peu près les mêmes qui nous disent ça, qui nous disent le lendemain, mais pourquoi vous licenciez avec Google, Microsoft, AWS, etc. Je pense qu'encore une fois, il y a des solutions, il y a des notions de réalité qui nous rattrapent. Moi, je crois dans l'écosystème français. Je crois que quand on en parle avec Exatrust, avec d'autres, on a des acteurs, des hyperscalers qui sont probablement en capacité de rivaliser. Et bien évidemment, il faut prendre des décisions qui soient de nature à pouvoir les encourager, de sorte que la feuille de route qui est donnée, notamment sur le Hub Data Health et d'autres choses encore, va permettre effectivement d'orienter un peu plus les sujets en faveur de l'écosystème français. Il y a aussi un échelon européen, on est là à la Paris Cyber Week et on parle de la présidence européenne à venir. On peut regretter que par le passé, en Europe, on n'ait pas pris les bonnes décisions pour consolider des positions industrielles françaises à la bonne position. Enfin, je veux dire, si on regarde ce qu'ont fait les administrations d'autres continents, elles ne se sont pas gênées. Est-ce qu'il faut un Small Business Act à l'européenne ? Probablement. Moi, je suis assez favorable à l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose qui soit le bon niveau de réponse en matière de régulation et de doctrine administrative par rapport à des décisions qui se prennent outre-Atlantique, par exemple. Mais le vrai sujet, c'est de viser l'idéal et de comprendre le réel, comme disait un autre, pour filer la métaphore politique. Et je pense qu'en la matière, la stratégie cloud que l'on vient de faire, elle vise l'idéal et elle comprend le réel. Merci beaucoup. Et puis, donc, on va passer à la conclusion pour prendre aussi vos questions s'il y en a. Il y a un sujet qui revient parfois, qui est, on se demande si la prochaine crise ne sera pas cyber. Au final, c'est déjà une partie de la réponse, absolument, on va y venir. Et donc, il y a des crises sanitaires, il y a tout type de crise, il y a eu la crise financière, et donc la crise cyber, comme le faisait remarquer monsieur le député, on y est déjà, techniquement. Mais c'est du coup l'importance de toutes les thématiques qui ont été abordées, qui sont abordées déjà de prime abord sur ces 2 jours, et puis qui ont été abordées lors de cette table ronde. C'était aussi de mettre en avant la façon dont on peut exploiter la donnée. Monsieur le député, Pierre-Antoine et les autres panélistes en parlaient. La façon dont on peut utiliser la donnée pour nous aider dans le cas d'une crise. Donc, on est en crise cyber, si on parle de ce postulat-là. Il est vrai que ce type de hub de données, en fait, peut nous aider dans diverses crises, cyber ou autres, à s'en sortir plus vite, à mieux réagir. Donc, vous disiez qu'on y est déjà. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur pourquoi on est vraiment dans cette notion de crise et
et pas juste on fait face à quelques attaques de temps en temps, même si tout le monde, je pense, a bien suivi l'actualité. Non, mais effectivement, tout le monde aura bien suivi l'actualité. Il n'y a pas de règles. Enfin, j'ai toujours été surpris de savoir qu'il y avait des règles dans la guerre, par exemple. Mais quand on attaque les hôpitaux, pardon de le dire, mais c'est un phénomène assez nouveau. Enfin, et la façon dont ça s'est répété tout au long de l'année dernière, avec des attaquants qui ont des éléments qui sont de plus en plus élaborés. C'est pas juste un truc pris à un endroit avec 3 types avec un sweat à capuche qui décident de faire un peu de ransomware en crypto. Donc on a un vrai sujet, et on a un sujet de préoccupation qui est que le recours à la numérisation, parce que la pandémie a nécessité qu'on ait de nouvelles... On a réinterrogé les modalités de circulation, de présentiel dans l'entreprise, etc. Donc on a effectivement beaucoup, et pour le plus grand bien. Enfin, je veux dire, on a pu assurer de la continuité de service à la fois sur le monde éducatif, sur le monde professionnel et sur la partie productive économie, parce qu'on a pu recourir au numérique. Est-ce que ça s'est fait tout le temps avec les règles de l'art, le bon niveau d'investissement en matière de sécurité? On apprendra que non. Je ne suis pas là pour faire de la prophétie ce matin, mais et on va tous faire en sorte que ça se traduise par le moins de cas possible. Et notre obsession, évidemment, c'est aussi de faire face à d'éventuels risques majeurs en matière de risques systémiques, par exemple, qui serait une catastrophe. On l'a touché quasi du doigt la semaine dernière avec la rupture d'accès au téléphone d'urgence, par exemple. On voit bien ce que ça veut dire tout de suite maintenant. Sans que, pardon, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est lié à une cyberattaque. Mais l'effet de quelque chose qui est systémique, on en voit les conséquences assez rapides. Je laisserai le soin aux uns et aux autres peut-être d'aller plus loin sur une réponse autour de ce sujet. Puisque je suis là en tant que parlementaire, la donnée, vous parliez de crise cyber, la crise n'est pas uniquement cyber. Et la donnée, si elle permet, au travers de la transparence qu'elle confère dans la mesure où on l'ouvre, on la fait circuler, écoutez, si ça pouvait renouer avec un peu de confiance entre les individus, ça permettrait peut-être à nos sociétés d'être un peu moins fragiles. Et ma préoccupation, elle est tout autant sur le cyber que d'autres types de crises ou nature de crises dont les symptômes et les conséquences sont, de mon point de vue, au moins aussi préoccupantes que celles que l'on pourrait avoir sur le cyber. Donc, le management par la donnée, c'est un enjeu aussi de transparence, et c'est probablement une voie de réconciliation avec des éléments de crise qui permettent la confiance. Merci beaucoup. Est-ce que, Yelena, do you want to add something on the fact that is the next crisis a cyber one, or are we in a cyber crisis currently? So that was the topic for our conclusion. Yes, I got it translated. I think we are facing a lot of cyber attacks. You see, U.S. first time ever declared the national state of emergency with being hacked. We see the Brazilian meat store. We see how many everyday attacks and how many we don't know about. So we are in that state already. And I think I go back again to what I said before. It's very important to have what helps you when that happens is very important to have the cybersecurity basic hygiene in place, because you can have all the tools in the world. If you don't have that basic in the place, the tools will not help you. Another thing that's important is to train the users, to constantly train even on the cyber attacks and in your plans on what to do and how you're going to escalate such things. And not just to have a paper there, but to actually put a real simulation for these exercises within your organization. And I think it does help. I'm not saying that it will help 100%. We don't know what an attack will do and how it can manifest itself once it hits the organization, but at least you will know some of the steps on how to escalate, where to go, what to do in such situations. And I would say one of the most important things that I've seen, and COVID was one of the crisis situations, as can be tomorrow's cyber. I think what helped us a lot, at least for the CISOs, is the fact that we kept a network on a government level with the CERT-EU, with other CISOs in the IFIs, and we helped each other. We helped each other do the work. So even in the crisis situation, I think it's very important to depend and have the network of people that can be there for you and have the good relations that can be there for you within minutes when you call them. And these are the things that help, especially in cybersecurity. You have no time to waste.
as COVID, people came together and helped each other. I think also in cybersecurity, you need people to come up to the ideas that will help you resolve the issues. But we are there. I truly believe we are already there. Thank you very much. Messieurs, est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose sur ce sujet ou nous passons aux questions? Aujourd'hui, effectivement, les cyberattaques sont une réalité, c'est du quotidien. Il faut être en capacité à pouvoir se défendre face à des attaques, non pas être en capacité d'attaquer, on n'est pas dans la dimension armée au niveau secteur économique, mais la vraie question aujourd'hui, c'est les cyberattaques aujourd'hui sont une réalité pour des industriels agroalimentaires qui arrêtent des usines. Le numéro 2 américain de la viande a été totalement arrêté cette semaine sur ces volets-là. Donc ce sont des emplois, c'est de la production vivante qui est touchée. Point numéro 1. Point numéro 2, c'est comment, avec les hubs et les initiatives que nous avons, on arrive à former, sensibiliser sur les capacités de pouvoir se défendre face à ces attaques, notamment pour les marchés des TPE-PME qui sont parfois démunis sur ces volets-là. Et là, effectivement, la crise sanitaire a permis d'accélérer un certain nombre d'éléments. Et ce qu'on attend beaucoup, notamment au niveau européen et au niveau de l'État, c'est la mise en place rapide de l'identité numérique. Certes pour les personnes physiques, mais également pour les personnes morales, sur ces volets-là. Et ça sera une brique fondamentale pour assurer des capacités de prévention de risques sur des éventuelles attaques futures. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions sur ce sujet qui était passionnant. Je vous propose de passer aux questions s'il y en a avant de passer à la pause. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Oui. Would you like me to stand? I'm sorry, I don't speak French. Thank you for such an interesting panel. It was very interesting to hear all your opinions about big data analytics. I come from Estonia, so I'm going to be asking a question about digital identity. I work in a company called Levercode, and we build a post-quantum capable digital authentication and signing platform. My question is, what are the main obstacles for having a national identity here in France? Thank you. Thank you. Je ne sais pas si M. Picarda ou M. Botoret voulaient prendre la question liée à l'identité numérique. Merci pour cette question sur l'identité numérique et les obstacles ou la difficulté à mettre en œuvre cette identité numérique. En fait, on est sur un calendrier qui a été réactivé il y a 3 ans avec Valérie Pénard qui était un interministériel pour faire les designs de ce portage de l'identité numérique, alors qui ne se résume pas uniquement d'ailleurs au sujet de la carte d'identité numérique. Les enjeux, vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont de plusieurs ordres. Les choses avancent, ce n'est pas un sujet que je suis en particulier, pardon de le dire ainsi, mais les sujets sont très nombreux sur le numérique et on se partage un peu les tâches au sein du Parlement sur les différents thèmes, que ce soit blockchain, que ce soit IA, que ce soit, et là pour le coup, les sujets de ce matin autour de la data. Et je ne pourrais pas vous répondre de quelque chose de très pertinent comme ça à la volée sur l'état de l'art, mais j'ai 2 collègues en particulier qui travaillent particulièrement ce sujet. Je pense à Christine Aignon et Valéria Formentian, qui sont des habitués d'ailleurs des tables qui sont organisées ici ou là sur la partie cyber. Je veux bien, à la limite, vous faire parvenir les éléments de réponse à votre question précise, ou faire le go-between avec Valéria et Christine qui se feront un plaisir de vous répondre. Pour vous répondre sur le secteur agricole, l'une des problématiques que nous avons, c'est de pouvoir distinguer l'identité numérique de l'entreprise ou de l'organisation en tant que personne morale et de pouvoir y rattacher les identités numériques des personnes physiques. Donc les citoyens ou le gérant, etc., qui s'engagent
pour le compte de l'entreprise. Ça, c'est le premier élément en tant que tel. Le deuxième élément, c'est la question de l'harmonisation européenne, puisque les données circulent et certains fournisseurs de services sont situés hors de France. Et donc, il faut naturellement qu'une fois que l'identité numérique est en place, pour pouvoir être valable dans les autres pays. Aujourd'hui, c'est une situation qui se met en place au niveau européen, avec une nécessité de standardisation au niveau technologique et de bonne prise en compte de ces éléments et de son implémentation dans chaque État membre. Voilà les deux éléments qui sont importants, et ça relève, selon nous, effectivement de la puissance publique, aussi bien européen que des États membres. Charge ensuite à des acteurs économiques de pouvoir développer des usages autour de l'identité, au premier rang desquels le consentement qui est nécessaire aux échanges de données. Merci. And thank you for your question. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur, et puis il y en avait une autre pour monsieur ici. Bonjour, Fabrice Kozik, fondateur et directeur général de la société Serenicity. Nous démocratisons la sécurité auprès des petites et moyennes entreprises. Et nous avons créé une cybermétéo pour essayer de vulgariser ce fait. On l'a entendu à de multiples reprises, l'impact de cette météo. On est confronté tous les jours à une réalité qui est le manque de prise de conscience, voire le déni de cette cybersécurité chez ces acteurs qui ont autre chose à faire. Quand on entend l'importance que revêt cette collecte, aussi bien dans le monde de la santé, aussi bien dans le monde de l'agriculture, avec des volumes constants, est-ce qu'il n'y aurait pas un rôle du régulateur? Vous citiez le fait du monde de l'automobile qui a imposé un contrôle technique sur ces véhicules. Est-ce qu'il n'y aurait pas une régulation et une obligation d'avoir un niveau minimum de cybersécurité chez ces petits acteurs? Peut-être je peux commencer à répondre au sujet. On évoquait tout à l'heure justement sur l'implication de nombreux acteurs, de nombreuses structures, avec des technologies parfois différentes. On a parlé d'objets connectés, qui est à la base de certaines données, notamment dans l'agriculture. Eh bien, aujourd'hui, il existe des solutions pour évaluer la robustesse aux attaques numériques d'objets connectés. Mais clairement, aujourd'hui, on n'a pas un fil rouge conducteur pour avoir une vision très globale de l'évaluation du niveau de sécurité sur tous ces environnements. Aujourd'hui, on sait que oui, on peut avoir des certifications sur le management de la sécurité de l'information, de la certification sur des objets connectés, mais aujourd'hui, en fait, on a une multitude de sujets, et vu l'ampleur en fait de ces environnements, c'est un sujet assez complexe. Je ne sais pas si c'est au niveau du régulateur, mais en tout cas, il y a quelque chose à inventer pour pouvoir s'assurer de la sécurité de bout en bout, puisque, encore une fois, on le rappelle, c'est ce qui permet d'avoir l'intégrité de la donnée et donc la valeur qu'elle représente. Donc, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'il y ait de solution miracle par rapport à ça. Très court, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il me semble que tous nos soignants devraient avoir une formation obligatoire à la cybersécurité, et que comme on les vaccine, il devrait y avoir des rappels tous les 2 ans. J'ai passé 9 ans à l'Université de Californie à San Francisco. Cette formation, elle est obligatoire. Elle nous responsabilise individuellement. Et tous les 2 ans, il faut que je refasse la formation. C'est quand même bien. Ça me rappelle que mon mot de passe ceci, que la pièce jointe cela, que non, je ne me balade pas avec les feuilles, avec les noms des patients dans l'ascenseur, etc., etc. C'est une question de culture. Voilà, et je crois qu'il faut qu'on discute un peu moins et qu'on décide que ces formations, elles sont possibles. Le numérique rend ça beaucoup plus facile qu'avant. On cite très très souvent en exemple les MOOC de l'ANSSI, par exemple. Voilà, maintenant, il faut le décider. Juste un petit clin d'œil par rapport à l'actualité qui se passe pas très loin d'ici et qui se produira demain, parce qu'en séance demain, le texte de loi porté dont l'initiative revient au sénateur Patrick Chaize sur le numérique et l'environnement sera examiné en deuxième lecture
à l'Assemblée nationale. Pourquoi je fais ce clin d'œil? Parce que moi j'ai été rapporteur pour avis au titre de la Commission des affaires économiques. Alors c'est vrai que quand on aborde le sujet du numérique et de l'environnement, il y a des idées qui peuvent être très sympas sur le papier, notamment le fait de faire durer des appareils et des produits en essayant d'avoir finalement la possibilité de revenir à des versions antécédentes ou précédentes d'operating system, etc., etc. Et on voit ces propositions surgir, parce qu'effectivement il y a une forme de pression sur la surconsommation des téléphones portables, des tablettes, des PC, le renouvellement accru, l'obsolescence programmée, etc. Ben, je ne vous la refais pas. Et donc on voit surgir, pour une cause qui est extrêmement noble, celle de sauvegarde de la planète. Qu'y a-t-il de plus noble que de vouloir sauvegarder la planète? Mais on voit surgir ces idées qui seraient celles de faire durer les machines un peu plus longtemps. Mais moi, j'ai été obligé de rappeler en tant que rapporteur que c'est à contre-courant des messages qu'on doit passer. Enfin, je veux dire, on parlait de cybermenaces ou cyberattaques tout à l'heure. Combien de cyberattaques ont eu lieu parce qu'on n'avait pas patché son WordPress, on n'avait pas patché son dernier système. Le mot d'ordre, c'est faites vos mises à jour, tout le temps. Toujours, systématiquement. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'on est en train de parler de cyber ce matin, mais on a aussi d'autres sujets qui viennent se greffer et qui sont nécessaires, hein, santé, environnement, autour du numérique. Le sujet de l'acculturation des utilisateurs, c'est-à-dire de la faille qui peut exister entre le clavier et l'ordinateur est effectivement connu de longue date. On aura des sujets de formation, de sensibilisation, préparer les générations futures, hein, y compris ceux qui sont à l'école plus petits aujourd'hui sur l'hygiène numérique et sur un certain nombre de choses. Donc il faut préparer ceux qui vont arriver à être un peu plus intelligents et plus habiles que nous là-dessus. Et puis surtout, il ne faut pas succomber et sacrifier sur l'autel d'autres enjeux qui sont extrêmement importants. Le sujet de la sécurité, je peux vous assurer que ça a été une vraie bataille, y compris auprès de commissaires, enfin en tout cas de parlementaires, qui pensaient bien faire en disant que, bah, écoutez, on peut vivre avec son téléphone portable avec un OS d'il y a 2 ans. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Merci pour la question et merci pour les réponses. Do you want to add something? I wanted to say something. It was still translating. That's why. Okay. I see you being done, but I was still listening. Okay. I can do in English, right? God help you in French with me. It's a very good question, and many people are asking this question. Even us practitioners are asking the same questions. And it's complex, as the panelists also said here. It's a very complex topic to put everything into one regulation for many reasons. We all work differently. We all have different requirements internally. EU, for example, has perhaps different requirements that are private organizations. But some good things that are coming out of this, I think the whole subject of cybersecurity came way too fast. And I think it just wiped people off their feet. People were not even used to using internet, and now they're already in such big threats with cybersecurity that they cannot keep up. But I see recently, I've seen now that we are having some of the regulations coming out. 5G, if you look at the Commission website, they're looking at the regulation. Artificial intelligence regulation coming up, which is very good. They're still at the early stages, but it's good to see that people are thinking. DORA for digitization is coming up. So if you just Google there are things coming up, but I think it takes time, and it's very complex how to fit everyone. So I think they have to work on a very high level to make these regulations apply to a lot of organizations that they're applicable actually for them. But I love the question. Thank you, Yelena, for the answer. Il y avait une question au milieu et on finira sur celle-ci. Et les personnes qui avaient d'autres questions, je vous invite à profiter de la pause qu'il y a après pour aller échanger avec nos intervenants. C'est d'ailleurs tout l'intérêt. Donc on va prendre une dernière question à laquelle on va répondre de façon synthétique et puis on passera à la pause. On vous écoute. Ok, bonjour. Donc Laurent Guérin, Société Airbus. J'ai une question à propos du consentement en fait. Comment vous vous assurez concrètement entre guillemets, particulièrement pour les données médicales ou les données liées à l'agriculture, du consentement éclairé de vos utilisateurs? Et étant donné les évolutions du traitement des datas, comment vous assurez que ce consentement il est maintenu en fait? C'est une très bonne question, je vous remercie beaucoup. Effectivement, le consentement, c'est peut-être encore la manière de penser d'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même avoir l'humilité de reconnaître que les usages qui sont faits des données, en fait, on ne les connaît pas au moment où éventuellement on donne le consentement.
C'est la réalité des faits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour autant, on a une obligation de transparence vis-à-vis, alors je vais dire des patients, puis vous direz vos utilisateurs, vos clients, vos fournisseurs. C'est-à-dire, voilà, sachez que vos données peuvent être réutilisées de manière pseudonyme, éventuellement de manière complètement anonyme si nous en avons les moyens, à des fins de recherche, et que l'ensemble des projets qui sont conduits, vous pouvez les voir sur le site du CHU de Nantes, c'est listé, vous avez tous les projets qui sont, et à quelles questions scientifiques ils essayent de répondre. Vous voyez que c'est la question des usages et de la transparence, et à tout moment, un utilisateur, pour certains usages, pas pour tous, peut demander à ce que ces données soient retirées de la base de données qui est utilisée. Donc je crois que c'est consentement, mais aussi transparence et utilisation des moyens techniques. Quand on l'a fait, et ça a été vraiment une belle discussion avec la CNIL, on dit en fait c'est quand même d'une certaine manière un principe de non-imposition qui s'applique en partie, avec un consentement systématique depuis avril 2018 en ce qui concerne notre établissement. Ça ne répond pas à tout, c'est déjà pas mal. Et en plus, on a fait une campagne de presse, grand public, et j'espère qu'on la refera, pour dire et rappeler que ces outils existent, qui sont utilisés, et que, par ailleurs, vous avez un droit que nous respectons, et vous n'avez pas à vous justifier pour que les données soient retirées. Donc, aller un peu au-delà du consentement, certainement. Merci beaucoup Pierre-Antoine, et je suis désolé, on va conclure étant donné que nous souhaitons rester dans les temps. Donc merci beaucoup pour vos questions, merci aux personnes aussi qui sont en ligne et qui nous regardent, qui sont nombreuses, et merci à tous nos intervenants pour cette table ronde passionnante. On aurait pu en parler encore longtemps, mais merci beaucoup.